Good morning, everyone. Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois de plus à ce forum de PDG d'Afrique. Je m'appelle André Sekipani, je travaille avec Financial Times qui est basé à Londres, mais moi-même je suis basé à Nairobi et c'est là où j'ai rencontré le président kenyan, son Excellence William Ruto. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci beaucoup de votre présence parmi nous ici au centre de conférence de Kigali. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Merci. Excellence, Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu. Veuillez prendre place. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu ici à Kigali aujourd'hui. C'est vrai, vous êtes arrivé ce matin. Je sais qu'il y avait des nuages, mais ici à Kigali, il fait chaud. Et la dernière fois, quand nous avons discuté, c'était à Nairobi, il y a de cela un mois, eh bien, le Kenya faisait face à des intempéries climatiques, et notamment des inondations, mais également des tonnerres. Et en ce moment-là, vous apprêtiez la conférence de IDA. Eh bien, je me réfère à cela parce que vous avez joué un rôle important en tant que leader afin de pouvoir pousser les pays développés à pouvoir financer le changement climatique en Afrique. Eh bien, nous avons abouti à la déclaration de Nairobi, c'était l'année dernière, et on a dit qu'il fallait également transférer les ressources vers les pays pauvres afin de pouvoir les aider à s'adapter au changement climatique, ce qui n'est pas chose facile à faire. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir proche de ce transfert des ressources? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir intervenir et m'exprimer sur l'un des défis les plus importants de notre époque, c'est-à-dire la question autour des changements climatiques, les dérèglements climatiques, mais également toutes ces implications, y compris également les complications causées par la COVID-19 en Europe et partout à travers le monde. Nous avons eu des échanges ouverts et en tant que dirigeants de ce continent, nous avons dit que c'était assez, que nous puissions être peints comme des simples victimes et que notre continent soit plutôt présenté avec une image négative qui est caractérisée ou minée par la pauvreté, les guerres et toutes ces choses négatives. Ainsi, nous avons décidé que pour la première fois, nous aimerions rédiger notre propre histoire et cela a commencé au sommet climatique de l'Afrique. C'est vrai, l'Afrique est victime de tous ces événements. Cependant, nous avons également des solutions réelles, pas qu'aux problèmes africains, mais nous avons également des solutions pertinentes aux défis mondiaux, dont le changement climatique. Et nous avons élaboré une proposition, nous avons fait une proposition et nous avons dit qu'il y avait une corrélation claire entre le changement climatique, le développement ainsi que le financement. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons de manière très claire proposé que nous devrions repenser, que nous devons réinventer l'architecture mondiale de financement pour qu'on puisse le rendre flexible, essayer de l'actualiser de sorte que ça puisse être à mesure de relever les défis actuels. Deuxièmement, nous avons pensé que nous devrions considérer l'Afrique pas de la manière traditionnelle, mais considérer l'Afrique comme un continent d'opportunités et nous aimerions vraiment capitaliser toutes ces opportunités jusqu'à arriver à des investissements. Oui, c'est vrai, nous faisons face à des défis sérieux. Par exemple, s'agissant de mon pays, le Kenya, il y a de cela une année, eh bien, nous avons souffert d'une sécheresse dévastatrice qui a décimé 2 500 000 têtes de cheptel, mais également 9 millions de têtes de cheptel au niveau de la Corne de l'Afrique et dans 4 pays de cette région. Mais après la sécheresse, s'en est suivi immédiatement les inondations qui ont détruit les infrastructures, les conditions de vie. Nous avons perdu plus de 200 personnes à cause de ces inondations et des centaines de milliers de personnes ont perdu leur moyen de subsistance. Nous devions reconstruire les écoles. Et donc, le changement climatique, pour nous, c'est une réalité. Et très souvent, eh bien, nous devons
également trouver les ressources nécessaires afin de pouvoir financer la construction des infrastructures sociales, les écoles, les hôpitaux. Nous devons trouver les médicaments. Il faut mobiliser ces ressources afin de pouvoir atténuer les défis causés par le dérèglement climatique. Et donc, nous devrions reconstruire les écoles. Nous devrions également trouver de l'argent pour financer les déplacés internes. À Nairobi seulement, nous avions environ 15 000 ménages qui étaient déplacés. Il fallait leur trouver des ressources. Et à partir d'hier, j'ai organisé une réunion avec IDA du groupe de la Banque mondiale et nous leur avons présenté des propositions concrètes sur comment nous pouvons réaliser cela. Nous essayons de mobiliser plus de 100 milliards, d'ailleurs 102 milliards de dollars concessionnels. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que les crédits IDA ne sont pas que concessionnels parce que leur durée de maturité est 40 ans, mais également IDA peut nous aider à pouvoir mobiliser le secteur privé jusqu'à hauteur de 4 fois. Si nous avons 1 milliard de dollars, et très rapidement, grâce à IDA, ça peut devenir 3,5 milliards de dollars. Voilà pourquoi nous travaillons avec eux et nous pensons que nous allons faire entendre notre voix. En réalité, ce sera également l'un des thèmes que je vais discuter avec le Parlement ou le Congrès américain quand je serai aux États-Unis prochainement. C'est vrai, nous faisons face à des défis, mais également nous avons des propositions concrètes sur comment nous pensons relever ces défis. Voilà. Nous allons revenir à ces engagements plus tard, mais je sais que vous avez soulevé une idée très importante. Vous savez, moi-même, je suis né en Amérique latine. J'ai grandi dans la décennie 90 avec les programmes d'ajustement structurel et tous ces programmes provenant des institutions de Bretton Woods. Eh bien, vous avez dit l'année passée à Paris, mais également à Nairobi pendant la conférence avec IDA. Est-ce que pouvez-vous essayer de procéder toutes ces propositions? Parce que une chose qui concerne en fait l'Afrique et l'IMF, ça touche la gouvernance. Alors, quel est votre point de vue par rapport à la réaction des pays riches à vos propositions? C'est vrai, vous avez fait des propositions, mais comment est-ce que ces pays ont réagi à ces propositions? Alors, quand on a créé les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire les institutions financières internationales en 1945, des pays comme le Kenya n'existaient pas encore. Et pourtant, le Kenya est maintenant la 6e plus grande économie africaine, et donc nous sommes un acteur majeur. Et pourtant, notre statut est presque nulle part. Il est plus que temps que nous puissions changer de narratif, parce que c'est vrai, les bailleurs de fonds sont importants, mais également les emprunteurs sont également importants. Parce que, eh bien, le partenariat de développement est constitué de deux composantes, de deux côtés. Cela veut dire que nous devons avoir une conversation sincère pour que nous ayons des organisations qui soient vraiment démocratiques et qui représentent la voix de tous les acteurs pour que tous nous puissions être traités au même pied d'égalité par rapport aux problèmes auxquels nous faisons face. Voilà pourquoi, quand nous avons organisé la réunion avec IDA, eh bien, nous avons amené nos propositions parce que nous sommes convaincus que nous devons avoir une représentation plus équilibrée au niveau du conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale pour que notre voix, pour que nos idées, nos propositions puissent être prises en compte. Ça, c'est primo. Segundo, nous croyons que nous devons également avoir une approche gagnant-gagnant. Pour que nous puissions identifier là où nous devons allouer plus de ressources. Est-ce que nous allons plus de ressources dans les crédits ou les dettes qui nous coûtent cher ou dans les dettes concessionnelles? Notre proposition, c'est que les dettes concessionnelles sont porteurs de plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est concessionnel. Deuxièmement, c'est des crédits à long terme. Et troisièmement, également, c'est facile de pouvoir mobiliser le secteur privé afin de pouvoir obtenir ces ressources. Et numéro 4, la communauté internationale
est maintenant au courant de nos réalités et elle est maintenant convaincue que ce que nous disons, ce n'est pas ce que tout le monde pense, mais que ce que nous disons est pertinent, que ça a du sens, parce que nous avons besoin d'un système beaucoup plus équitable. À un moment, quand le Kenya est allé au marché des capitaux au mois de janvier, parce que j'étais obligé d'y aller dans ce marché des capitaux, eh bien, nous avons pu obtenir des ressources afin de pouvoir payer environ 11%. 11%, exactement, ça revient au même discours, à ce que je disais. Eh bien, les autres pays ont accès aux mêmes facilités, aux mêmes crédits, à un taux d'intérêt de 1%. Si nous pouvons emprunter à 10%, 11% et les autres à 1%, mais où est l'équitable, où est le rapport équitable? Voilà le genre de discussion que nous devons avoir. Quand nous disons que l'Afrique paye 5 fois plus que les autres, il ne s'agit pas que de mots. Il s'agit d'une réalité, de notre vécu quotidien. Et voilà pourquoi, eh bien, nous essayons d'actionner tous les leviers pour s'assurer que les ressources concessionnelles sont disponibles et que nous puissions aider les pays à sortir de ce stress et ainsi réaliser davantage au profit de nos populations, également faire plus en matière de développement pour que les pays ne puissent pas dépenser plus dans le service de la dette que pour payer les médicaments pour leurs citoyens. Donc, je crois que comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai que vous nous avez fait une belle surprise, c'était au mois de janvier. Est-ce que pensez-vous que Washington, Bruxelles, Francfort, Londres, ces capitales occidentales, est-ce que vous pensez qu'ils vous entendent vraiment? Parce qu'il y a toujours des alternatives. Vous avez également la Chine, certains pays africains se tournent dans les pays du Golfe parce qu'ils deviennent également des investisseurs importants s'agissant de l'Afrique. Alors, d'un point de vue local, que peut-on faire afin de pouvoir gérer la dette africaine de manière durable? À un moment, nous avons été en Zambie, au Ghana. Et en fait, si ces capitales occidentales n'écoutent pas la voix africaine, qu'est-ce que vous pensez va se passer? Bon, je ne crois pas qu'ils ne nous entendent pas. Je suis convaincu qu'ils nous entendent. En réalité, nous avons pu causer des mutations dans ce débat. Donc, à partir de là où, de la situation initiale, quand nous avons commencé toutes ces discussions, eh bien, il y avait la proposition de la réforme de l'architecture financière internationale. En ce moment-là, personne ne nous entendait. Mais aujourd'hui, tous les pays, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, les pays de l'Union européenne, la Chine, eh bien, tous ces pays sont aboutis à la conclusion telle que ce que nous disons, que l'architecture financière internationale actuelle n'est pas équitable, tout le monde est d'accord. Et maintenant, ce qu'ils demandent, c'est de savoir quels sont les mécanismes en vue de réformer cette architecture financière. Ça, c'est primo. Et je pense que nous avons gagné sur ce point-là, parce qu'au moins, il y a maintenant un consensus. Tout le monde reconnaît qu'il y a un problème, que cette architecture financière internationale n'est pas équitable. Ça, c'est primo. Secondo, eh bien, il y a déjà une prise de conscience que ce que nous disions, que nous devons avoir plus de ressources concessionnelles, eh bien, il y a déjà une convergence de vues. Et je me suis rendu compte de cela pendant les 2 dernières semaines, en marge de la conférence de Ida Nairobi, que maintenant, tout le monde a pris conscience que les pays africains, les pays en développement ont besoin des crédits concessionnels à long terme. Et Tertio, la Banque mondiale, le FMI et également ils ont mis en place un système de ressources qui sont pourvues pour les pays en voie de développement qui en ont besoin. Et donc, ils ont décidé que nous puissions acheminer ces financements à travers la BAD, la Banque africaine de développement, de sorte que ça puisse aboutir à des pays tels que le Kenya, le Rwanda et d'autres pays, et que cela puisse y arriver à des taux concessionnels, de sorte que l'on puisse capitaliser ces ressources et attirer davantage de ressources dans nos économies. Et également, laissez-moi vous dire qu'au-delà des ressources concessionnelles, nous devons également faire 3 autres choses. Tout d'abord, nous devons renforcer nos capacités de mobilisation de nos ressources propres, les ressources locales. Et c'est ce que nous essayons de faire au Kenya. Nous devons bien
essayer de pouvoir élever, disons, notre assiette fiscale. Le Kenya, nous sommes maintenant à 15%, alors que nous étions à 10% auparavant. Nous sommes convaincus que nous devons aller jusqu'à 20%, puis à 25% de notre PIB. Tertio, nous devons également élaborer des politiques qui appuient la transformation. Parce que vous savez que nous sommes un continent qui ne fait exporter les matières premières, et cela depuis très longtemps. Il est plus que temps, en tant que continent, que nous commencions à pouvoir ajouter de la valeur, transformer tous nos produits. Voilà pourquoi le Kenya, par exemple, mis en place 6 zones économiques et préférentielles ou spéciales. Voilà pourquoi également nous mettons en place des incitatifs et dans l'une de nos zones économiques spéciales, eh bien, nous avons diminué les coûts de l'énergie de 10 à 5 shillings kenyans. Donc, c'est quelques centimes de dollars. Nous essayons de faire tout ce qui est possible pour que nous puissions avoir plus de la transformation, plus d'industrie, plus de sorte que nous puissions également renforcer nos exportations par rapport à nos PIB. Et quarto, nous devons également travailler dans la lutte contre la corruption, de sorte que les ressources qui sont destinées au développement puissent réellement bénéficier à la majorité de la population et seulement et ne pas être captées par l'élite. Voilà, pour revenir au premier point, vous avez dit que l'on peut avoir un pool de partenaires. L'IDA, c'est l'un de ses partenaires, si je ne me trompe pas, parce que l'IDA a vraiment fait du bon travail. D'abord, également en essayant de pousser des pays comme la Chine et le Brésil, et à pouvoir, c'est-à-dire les pays à revenus intermédiaires, de pouvoir également intervenir, parce qu'il n'y a pas une source unique. Vous pouvez combiner différentes ressources. Deuxièmement, ce sont les taxes. Est-ce que ce n'est pas un risque politique? Parce que c'est vrai, à un moment, même au niveau de la maison, vous savez que la question fiscale, elle est toujours sensible d'un point de vue politique. C'est-à-dire, vous voulez sacrifier votre popularité, par exemple, politique. Certainement, c'est pour le bien du pays, mais vous savez, la fiscalité, comme je le disais, c'est toujours un problème risqué sur le terrain politique. Et pour revenir également à ce que vous avez dit, vous allez partir à Washington pour attirer différentes sortes d'investissements. Et si je ne me trompe pas également, je pense que vous voulez avoir plus de technologie au Kenya. Et comme vous l'avez dit, cette technologie va aider à pouvoir transformer les ressources qui existent là, quelque chose que l'on peut également émuler partout en Afrique ou imiter. Bon, vous savez, quand nous parlons de la mobilisation des ressources locales, eh bien, c'est la bonne chose qu'il faut faire. Et ça pourrait être une décision pas tout à fait populaire. Mais à un moment, en tant que dirigeant, vous devez décider si vous voulez faire des choses populaires ou alors vous voulez faire des bonnes choses. C'est un choix à opérer. Si vous voulez faire juste des choses populaires, mais vous risquez de ne rien faire du tout. Donc, à un moment, c'est vrai, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons expliquer ce que nous voulons faire parce que les ressources que nous recherchons ailleurs, ces ressources, en fait, proviennent de quoi? C'est des ressources qui proviennent des taxes payées par d'autres personnes. Nous devons essayer de voir comment trouver le juste équilibre entre ce qui est populaire et ce qui va nous aider à pouvoir nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Deuxièmement, et vous l'avez si bien dit d'ailleurs, l'une de mes priorités, quand je serai à Washington, ça va porter sur le commerce et les investissements entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Et l'un des instruments qui est déjà en place, c'est ce que nous appelons l'accord pour la croissance et les opportunités en Afrique. AGOA, c'est un des éléments, un des outils qui offre à l'Afrique l'accès sans douane, sans payer les taxes de douane, l'accès au marché américain. Et il ne s'agit pas que du Kenya, mais il s'agit du continent
tout entier. Et cela également nous renvoie au sujet que j'avais déjà évoqué, celui de la transformation agroalimentaire, l'industrie manufacturière. Alors, comment s'assurer que ce marché qui nous est ouvert en tant que continent, que nous n'y envoyons pas que des matières premières, que nous créions des emplois localement, que nous puissions transformer localement et que nous puissions exporter des produits finis, de sorte que nous puissions avoir plus de valeur. Ça, c'est un aspect. Cependant, pendant que je m'y attarde encore, eh bien, nous devons également être organisés, être méticulés. Et c'est également la même discussion que nous devons avoir à l'interne en tant que continent. Le président Kagame a fait un excellent travail avec la réforme de l'Union africaine. Un travail qui, pendant le dernier sommet de l'Union africaine qu'il m'a confié. Et mon intention, c'est de pouvoir compléter ce travail qui a été commencé par le président Kagame, le travail qui est de pouvoir réformer l'Union africaine pour que l'Union africaine puisse rester pertinente. Et je vais me pencher prioritairement sur 3 éléments. Tout d'abord, que l'Union africaine devienne la voix audible qui représente notre continent et que l'Union africaine devienne une institution crédible qui s'exprime au nom de 1,4 milliard d'âmes et également que ce soit une voix claire parce que, vous savez, au début, nous étions un mouvement de libération, ça c'est de l'histoire. Et bien maintenant, tous les pays sur le continent sont indépendants. Maintenant, nous devons réformer l'Union africaine afin que l'Union africaine fasse notre diplomatie économique. Tout d'abord, le commerce, les investissements. Deuxièmement, que l'Union africaine devienne notre instrument pour promouvoir la paix et la sécurité. Eh bien, ce continent est ravagé par des conflits. Nous avons des guerres ici, là-bas, partout. Nous devons être à même de gérer nos conflits, mettre fin à nos guerres, pour que nous puissions plutôt nous focaliser sur les investissements, que ce continent devienne un continent des investissements. Personne ne viendra investir si nous avons des guerres. L'Union africaine, eh bien, doit avoir le muscle, les épaules pour pouvoir relever ces défis. Et numéro 3, s'assurer que l'Union africaine se penche sur les infrastructures. Et quand je dis infrastructures, eh bien, je parle des infrastructures essentielles, les routes, les voies ferrées. Là, je parle des infrastructures numériques, c'est-à-dire s'assurer que nous capitalisons la technologie et s'assurer que nous maximisons le potentiel du continent. Je parle des infrastructures dans des termes génériques. Ça, c'est à mon avis les 3 choses que nous devons faire afin que nous puissions réorienter l'Union africaine et qu'elle puisse vraiment s'exprimer au nom de 1,4 milliard de personnes. Organiser notre marché de sorte que nous puissions faire les échanges commerciaux, mais également travailler avec d'autres entités, qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, de la Chine, de l'Europe ou qu'il s'agisse de l'Inde, et que nous puissions travailler en tant que des partenaires égaux. Ça, c'est notre responsabilité en tant que dirigeants sur ce continent que nous allons nous organiser de sorte que nous ne puissions pas avoir un marché fragmenté, que nous puissions parler à l'unisson et que notre voix soit audible, que notre voix soit plutôt centralisée, cristallisée autour de l'Union africaine. Voilà, parlons maintenant de la zone de libre-échange, parce que vous savez que les échanges commerciaux intra-africains sont encore vraiment balbutiants, rudimentaires. Donc, je sais que ça fait partie de votre plan de réforme de l'Union africaine. Les objectifs sont clairs, mais alors comment y arriver? Absolument. Voilà pourquoi je disais tantôt que l'Union africaine, eh bien, nous devons la réformer. Et voilà pourquoi même le président Kagame, il s'est attardé sur ça. Je vous ai dit déjà qu'il a fait un excellent travail. Nous allons avoir une retraite avec l'Union africaine le mois prochain. Nous allons nous accorder sur comment s'assurer que l'Union africaine n'est pas éparpillée à plusieurs choses, que nous allons nous pencher sur 3 éléments prioritaires, essentiels, de sorte que nous puissions renforcer les échanges commerciaux, c'est-à-dire le commerce, pas seulement avec le monde extérieur, mais également à l'intérieur de notre continent. Nous avons besoin de la diplomatie autour de la ZLECAf. Eh bien, nous sommes tous rendus compte de l'importance de cette ZLECAf. Voilà pourquoi la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale, elle a été signée, ratifiée en temps record. Il n'y a aucun accord qui a
reçu autant d'appui comme la ZLECAF, parce que tout le monde se rend compte de l'importance des échanges commerciaux, du commerce, des investissements et de l'élimination des barrières qui empêchent le secteur privé de faire leur travail, de jouer leur partition et de faire le commerce entre nos pays. S'assurer que nos frontières ne sont pas des barrières, mais plutôt des ponts, afin de pouvoir faciliter l'échange de biens et de services entre les États. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai pris la décision qu'aucun Africain n'aura besoin de payer un visa pour visiter le Kenya. C'est absolument absurde, ridicule que quelqu'un puisse s'attendre à ce qu'un Rwandais puisse payer un visa pour entrer au Kenya. Eh bien, les personnes qui nous ont amené les visas, ce sont des Européens. Ils nous ont dit que les visas étaient bons. Mais ça fait longtemps qu'ils ont aboli les visas. Et ils nous ont laissé cet héritage des visas. Mais quand même, on peut s'en rire, s'en moquer. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de visa pour voyager dans les 28 États de l'Union européenne. Donc, nous sommes ici avec tout ce qui a été fait au niveau colonial pour pouvoir stopper toutes ces personnes à faire du business. Vous devez fournir tous ces documents de votre grand-mère et toutes ces choses. Et donc, je veux dire que je suis de l'Amérique latine. Je suis résident aussi. Je sais que souvent, je voyage de Kenya ici. Donc, cela peut se faire. Je pense que c'est un espace que nous sommes en train de voir. Nous devons améliorer et pouvoir améliorer notre commerce en Afrique. Je pense que c'est entre 14 et 15%. Et nous sommes très chanceux que l'Afrique de l'Est, où appartient le Rwanda et le Kenya, nous sommes très avancés, jusqu'à 80%. Nous voulons vraiment tirer tout le reste du continent, de voir le bénéfice de pouvoir éliminer les barrières et s'assurer que nous pouvons améliorer le commerce en Afrique. Même si nous voulons avoir des partenariats commerciaux avec d'autres personnes, on doit s'assurer que nous pouvons faire levier du potentiel commercial qui existe au sein de notre continent. L'Afrique de l'Est veut pouvoir travailler ensemble et pouvoir arriver au niveau où que les Européens arrivent à travailler ensemble, comme aussi ceux de l'Asie. Je pense que si nous arrivons à faire cela, notre pays n'aura pas besoin. Nous avons un grand marché ici et nous sommes très chanceux parce que nous avons un marché qui est en train de grandir. Nous avons une population jeune qui ne fait que s'agrandir. Et ici, d'ici à 2050, on aura une grosse population. Et d'ici 2050, on pourra débloquer cela en travaillant avec le secteur privé. Et toute dernière chose, Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous avez vraiment passé de tout ce qui est numérique. C'est un peu ce que vous voulez faire avec les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria et le Rwanda sont déjà dans cet élan-là. Et le panel précédent était sur la fabrication. Et nous essayons de voir comment est-ce que cela peut se faire. Pensez-vous que l'Afrique pourra faire le saut? Nous savons que l'Asie et l'Amérique latine a déjà fait cela. Ils ont eu à travailler étape par étape pour atteindre la phase d'industrialisation. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut aller de tout ce qui est physique arriver au niveau digital? La révolution numérique en Afrique est une réalité présente. Et je crois que la technologie, l'espace numérique sera ce qui va changer l'aspect pour notre continent. Et en fait, une des discussions que nous allons avoir avec Microsoft et G42, c'est de comment pouvoir faire levier pour nos énergies renouvelables au Kenya, de pouvoir établir le plus gros centre de données de 10 milliards de dollars au Kenya. Pas seulement pour servir le Kenya, mais toute la région. Et cela, c'est parce que nous voyons que la technologie peut vraiment nous aider à pouvoir se développer sur plusieurs années dans le futur. Nous avons
une population jeune qui est génie dans la technologie et nous avons la preuve que la pénétration, nous avons comme preuve la pénétration des téléphones mobiles et c'est vraiment magnifique. Et donc là, la technologie et l'espace numérique va pouvoir développer et donner ce boost-là à notre continent. On doit vraiment se focaliser. Et pour votre information, l'espace numérique et la technologie n'est pas seulement bon en elle-même, mais nous pouvons l'utiliser pour pouvoir avoir tout ce qui est atout potentiel, que ce soit le capital humain ou l'agriculture intelligente ou les minéraires écologiques. La technologie peut nous aider à pouvoir débloquer ce potentiel en un temps record. Et donc, je suis très confiant que les infrastructures digitales, et je pense que c'est quelque chose que je pense qu'une partie des réformes de l'Union africaine, on doit vraiment concentrer l'Union africaine pour pouvoir créer et développer les infrastructures digitales, les routes, les voies ferroviaires et tout ce qui est infrastructure digitale afin qu'on peut débloquer le potentiel de ce continent en un temps record. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu de tout ce qui sera les éléments clés de votre discussion avec le président Biden? Ok, je peux vous dire trois choses. Je peux vous dire trois choses. La première chose, comment est-ce que nous pouvons travailler avec les États-Unis concernant l'économie? Spécialement, comment est-ce que les États-Unis peut nous diriger pour être une partie prenante en majeur avec notre travail avec l'IMF pour s'assurer qu'il y a des ressources concessionnelles dans les fenêtres concessionnelles des banques de développement multilatérales, afin que les pays tels que le Kenya, Rwanda, dans cette région, peuvent pouvoir avoir accès aux ressources concessionnelles. Et nous ne devons pas... Nous devons éviter que nos pays soient dans le stress. Et la deuxième chose, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour s'assurer que notre continent est stable et paisible. Comment est-ce qu'on peut faire levier des amitiés, s'assurer que nous pouvons travailler ensemble sur les réformes de l'Union africaine pour s'assurer que ce continent est stable et sécurisé afin que nous puissions construire des investissements autour de notre continent. Et voir aussi comment on peut travailler ensemble, voir comment débloquer ce gros potentiel sur les ressources renouvelables, et voir aussi toute notre zone territoriale qui n'a pas encore été utilisée, voir comment nous pouvons conduire notre propre développement en faisant levier de nos ressources, des investissements, des technologies des États-Unis pour pouvoir développer notre potentiel. Je suis clair, nous pouvons le faire. Monsieur le Président, tout le monde, Monsieur le Président, merci beaucoup.